Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver et d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera aujourd'hui question de cinéma avec le Messin Giovanni Di Legami qui a réalisé son rêve, à savoir tourner un premier long métrage avant ses 30 ans. Nous prendrons notre dose d'art en poussant les portes du Frac Lorraine, où une œuvre sera mise en lumière, et puis nous retrouverons le duo de choc Tom et le Lord, qui une fois encore révélera les secrets de ses tours de magie. Mais tout de suite, c'est une odyssée urbaine qui nous attend, odyssée que nous allons faire avec le chercheur Samuel Novakovski, qui avec l'artiste Bruno Cohen publie Demain est-il ailleurs. Odyssée urbaine autour de la transition numérique, c'est paru chez FIP Éditions. Alors, demain est-il ailleurs? Ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Samuel Novakovski, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Alors vous êtes enseignant en humanité numérique à l'Université de Lorraine et chercheur au Lauria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique, et vous publiez avec le réalisateur et artiste Bruno Cohen cet ouvrage Demain est-il ailleurs, odyssée urbaine autour de la transition numérique. C'est paru chez FIP Éditions, un titre qui résonne un peu comme un titre de livre de film de science-fiction. Ah, certes, certainement, parce que en fait, on a tous les deux baignés dans la science-fiction et tous les imaginaires qui en découlent. Et donc, mais paradoxalement, ce livre a fait référence, et pourquoi on l'a appelé Odyssée, il fait référence à James Joyce. Ah, Ulysse. Ulysse. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Odyssée, parce que l'idée de James Joyce dans Ulysse, c'est une errance dans Dublin, et là, ce livre-là est une errance dans Nancy. Exactement, parce que toute l'originalité de ce livre, c'est que vous questionnez la transition numérique, vous essayez de la comprendre, mais pour cela, vous êtes parti à la rencontre d'interlocuteurs, de témoins, pendant 24 heures, dans les rues de Nancy. Comment ça s'est passé exactement? Bruno et moi, nous sommes impliqués dans tout ce qui concerne les humanités numériques, le numérique, etc. Et on s'est dit, la question du numérique, c'est comment la traiter autrement et surtout la traiter à hauteur d'humain. Et donc on est parti sur ce postulat-là, ce premier-là. Et la deuxième chose qu'on a imaginé, c'est comme on parle d'humain, on parle de cycle, on parle de cycle d'une journée. Et on s'est dit que si on avait à parler de transition numérique, eh ben, ce serait en allant rencontrer des gens dans une journée, sur 24 heures, et en partant aussi du principe que si je rencontre quelqu'un à 4 heures du matin, oui, ça commence à 4 heures du matin, et si je parle de quelqu'un de la transition numérique à 4 heures du matin, ben je n'aurai pas forcément les mêmes informations, les mêmes échanges qu'avec quelqu'un que je rencontrerai à 18 heures devant un petit verre de vin. Et donc ça permettait de balayer l'étendue des questions qui peuvent émerger. Et surtout, la deuxième chose, c'est que nous savons des choses, mais l'important, c'est de pouvoir nous mettre en relation avec d'autres et démontrer que les questions qui traversent notre temps, les questions sur lesquelles aujourd'hui il y a tout un tas de débats, tout un tas de réflexions qui nous amènent à réfléchir le maintenant et ce qui en viendra, ben c'est l'affaire de tous. Et quand on parle de transition, ça peut amener loin, parce qu'il y a des réflexions qui vont être abordées par rapport au temps, on va parler de transmission, énormément de thématiques finalement qui vont en découler. On a vu 12 témoins, dont un témoin un peu particulier, mais 12 témoins. Et ces 12 témoins, chacun l'a abordé avec ce qu'il est. Et on les a tous abordés avec la même question, la transition c'est quoi pour toi? Et donc chacun l'a abordé suivant l'heure, suivant le lieu et suivant sa propre sensibilité. Et ce qui fait que c'est vrai, on passe du temps, la question du temps, la question des franchissements, la question de la surveillance. Dans notre monde aujourd'hui, c'est très important. La question du savoir, les questions plus politiques, jusqu'à la question un peu ultime, qui est la question du lieu où on vit, qui est la ville, qui est un espace formidable de transitionnel. Oui. La première chose qui ressort en tout cas, et la première réflexion que font les gens quand vous leur posez les questions de la transition, c'est de dire la transition, elle change notre comportement. On voit par exemple Catherine Créange, que l'on connaît bien puisqu'elle signe pas mal d'illustrations pour l'émission Le Club de la Presse pour nous sur Via Moselle TV. Elle dit, moi par exemple, tous les matins, je suis accro à Facebook. C'est la première chose que je vais faire, j'aurais jamais imaginé ça. L'écrivain mathématicien Gérald Tannenbaum explique aussi comment il constate comment les étudiants sont amenés à
à raisonner peut-être différemment. Ils ont tendance à se jeter sur Internet pour pouvoir trouver des réponses tout de suite. Et puis il y a aussi cette question de la déresponsabilisation aussi qui est très forte. Ouais. Chacun vient poser sur la table là ce que ça révèle en lui. Et en fait, c'est cette diversité-là qui nous intéressait. Parce que si nous n'avions eu qu'à échanger, en faire un dialogue entre Bruno et moi, on serait resté finalement dans une espèce de bocal à échanger des choses qu'on sait déjà. Là, c'était intéressant de nous approprier et dans la transition entre deux rendez-vous, de venir enrichir, de venir élargir la question et puis de permettre à chacun, en transitant avec nous, de se faire je dirais pas une culture, mais de voir un petit peu pour chacun des thèmes, qu'est-ce qu'il peut être intéressant d'aller chercher au-delà de ce qui a été dit. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans ce qui a été dit peut-être par ces 12 interlocuteurs? C'est la profonde humanité et dans certains cas, en fait, les gens y mettent leur tripes. Donc en fait, si je prends par exemple Cyril Klein le matin à 4 heures sur les lieux disparus du terminal export, il y met ses tripes. Et c'est très émouvant de pouvoir discuter d'un sujet qui dépasse l'instant dans lequel nous nous situons pour aller creuser au travers d'un ressenti, au travers de sentiments, au travers aussi d'une vision du monde, toutes ces questions-là et voir ce qu'elles déclenchent en nous. Ce qui fait que votre livre, c'est quoi pour vous? C'est un ouvrage à la fois philosophique, un ouvrage, comment vous le définiriez peut-être? C'est un livre humaniste. C'est-à-dire qu'en gros, on convoque ce qui fait la force de l'humanité, c'est-à-dire sa capacité à appréhender une diversité de savoirs, une diversité de cultures, montrer qu'il n'y a pas de silo et surtout qu'il ne faut pas de silo, que quand on parle de thèmes qui touchent aux grands courants de pensée, on peut convoquer très bien un livre de science-fiction et un grand philosophe. C'est-à-dire que la pensée humaine se construit dans tout ça. Et c'est plutôt sur ce thème-là, dans cette idée-là qu'on a fait ce livre-là. Quelle serait la conclusion peut-être de ce livre, le bilan de ce livre? Est-ce que, à l'image de ce colibri qu'on a en couverture, c'est de se dire que voilà, il est de chacun de mettre sa graine à l'édifice, tout en la jouant collectif? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'image du colibri, c'est montrer qu'on est un, mais jamais sans les autres. C'est-à-dire que l'idée que les questions qui sont posées au travers des transitions, parce que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas une transition, mais qu'on est soumis à tout un tas de phénomènes autour des transitions. Donc c'est l'affaire de chacun. Donc c'est des questionnements qui concernent chacun d'entre nous, mais sans jamais oublier et en prenant vraiment conscience que la réalité de la transition ne pourra être mesurée que si on est en interaction avec les autres et si on travaille cette idée du commun, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie faire société, vivre ensemble et imaginer et construire nos propres transitions en vue finalement d'une société qui nous ressemble et pas une société qu'on nous imposerait. Pour conclure, donnez-moi 3 raisons d'acheter votre livre si jamais le téléspectateur n'était pas encore conquis. C'est un objet singulier, c'est une odyssée, donc c'est un livre qui est à la portée de tous et qui montre que toutes les questions importantes de ce moment-là sont à la portée de chacun. Il est exigeant, mais en même temps, il prend par la main. C'est le but du voyage. Donc c'est un objet singulier dans cet aspect-là. C'est un objet que vous pourrez reprendre, c'est-à-dire qu'il n'aura pas une durée de vie limitée. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on ne va pas lire en une seule traite, mais qu'on peut reconvoquer vu la diversité des sujets. Et donc c'est quelque chose qui pourra accompagner les réflexions sur un long temps. Et la troisième chose, c'est un livre qui est poétique dans sa façon de se construire, parce qu'il est aussi une pirouette dans l'histoire qui l'amène à être aussi poétique dans sa façon d'être. Demain est-il ailleurs? Odyssée autour de la transition numérique, c'est paru chez FIP Éditions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour le commander. Sinon, utilisez le système Click and Collect chez tous les bons libraires. Dans notre boîte à idées, à présent, une invitation à fêter Saint-Nicolas, qui va rendre visite à tous les enfants le 6 décembre prochain. Mais que savez-vous réellement de son histoire? Eh bien, il se trouve que la compagnie Tangente du théâtre Vardar propose de plonger justement dans cette histoire de Saint-Nicolas et du Père Fouettard à travers son spectacle d'ombre, spectacle qui est disponible gratuitement sur YouTube. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Regardez un extrait. Vive Saint-Nicolas! Vive Saint-Nicolas! Avec tes yeux et ton bon cœur, guide ce peuple, ton cortège, des prisonniers, le libérateur, et des enfants, le protecteur. Qui est là? Qui est là? Ouvre,
Je suis Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, quel honneur! J'ouvre. Entrez. Faites-moi la faveur. Saint-Nicolas et le Père Fouettard, la véritable histoire, spectacle d'ombre de la compagnie Tangente, disponible sur YouTube. C'est pour petits et grands, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous souhaitez donner un coup de pouce à la compagnie Tangente, qui en a besoin, comme toutes les compagnies théâtrales, comme tous les artistes en ce moment qui sont en souffrance, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui est apparu sur l'écran. Les artistes d'ailleurs, à Metz, souhaitaient ouvrir les portes de leurs ateliers à l'occasion du traditionnel parcours d'artistes. Il doit se dérouler normalement du 5 au 20 décembre, on ne sait pas aujourd'hui bien sûr s'il aura lieu. Néanmoins, l'affiche est prête, le site internet est prêt, alors il n'y a qu'à cliquer, rendre visite à ces artistes par ce biais, sélectionner des œuvres et pourquoi pas passer commande, ça sera l'occasion de vous faire un cadeau original, artistique et local. Quoi de mieux? Moi je dis click and collect via le site Parcours d'artistes. On va maintenant faire connaissance avec un jeune cinéaste, Giovanni Di Legami, qui souhaitait réaliser avant ses 30 ans un premier long métrage. Paris gagné. Faire du cinéma. Voilà ce à quoi a toujours aspiré le médecin Giovanni Di Legami. Aussi, après des études aux Beaux-Arts, il fait ses armes en réalisant clips et films courts. Mais c'est d'un long métrage dont il rêve plus que tout, un long métrage qui verrait le jour avant ses 30 ans. Alors pendant près d'1 an, il économise, écrit son scénario et finit par relever le pari qu'il s'était lancé à lui-même. Le projet à la base, c'était vraiment de faire tout seul. Donc je m'étais dit, il faut juste quelqu'un pour tenir une perche. Moi, je filme, je dirige, je fais tout avec les comédiens. Voilà. À la base, c'était mon délire. Vraiment d'avoir de compte à rendre à personne. C'était un peu extrême. Du coup, j'ai posté une annonce sur des groupes Facebook de gens qui éventuellement étaient intéressés par des projets bénévoles, des étudiants, tout ça. Et j'ai eu plein de réponses. Donc j'ai essayé de réduire ça au minimum. 4 techniciens et 2 comédiens embarquent alors à ses côtés. Ensemble, ils sillonnent les rues de Metz, de Montpellier, se perdent dans le Luberon ou campent autour des lacs du Verdon où ils dégainent leur caméra pour donner corps à Idem. Une histoire d'amour poétique où la psychologie et la philosophie des personnages sont au premier plan. On a du coup l'hydre, qui est un jeune homme qui est atteint de dépersonnalisation, donc il a un peu l'impression d'être toujours dans un rêve. C'est un trouble psychologique qui fait que voilà, on a toujours l'impression d'être jamais vraiment réveillé. Moi j'ai vécu ça pendant quelques années, donc du coup c'était quelque chose c'était important pour moi d'en parler. Et ensuite, j'ai créé le personnage de la Gorgone qui elle est un peu une sorte d'archétype de l'artiste un peu loufoque. Elle est dans son monde quoi. Et du coup ces deux-là vont se rencontrer et ils vont se compléter parce que chacun ils ont une vision un peu subversive du monde. Se rencontrer et prendre la route en quête d'autre chose, guidés par une toupie. Une histoire qui a nécessité des mois d'écriture, 23 jours de tournage, pour laisser place à présent au montage. Pour la phase de montage, du coup, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a la synchronisation, donc synchroniser toutes les pistes images avec les pistes son. Donc ça, c'est un peu une étape un peu longue parce que du coup, là, j'ai 48 scènes, donc j'ai énormément de matière. Donc du coup, voilà, on synchronise tout ça. Ensuite, il faut essayer de tout regarder pour essayer de vraiment essayer de se rappeler quelle était la meilleure prise. Donc ensuite, j'ai tous mes plans ici. Du coup, là, j'ai mes fiches script. À chaque fois, on a le plan, la prise, une note sur la prise. Et puis là, par exemple, la croix, ça veut bien dire que c'est pas bon. Et quand on a un petit check comme ça veut dire que c'est la bonne prise. Un montage qui va nécessiter bien des heures de travail et pour lequel la musique aura une place à part entière. Il faut dire que la bande-son est signée par l'artiste anglais John O'Mcleary, que Giovanni a beaucoup écouté, au point de voir émerger certaines scènes de son film, de ses chansons. La musique met vraiment en valeur les scènes. Et c'était en fait assez frappant parce que en écoutant certains morceaux et en lisant les paroles, etc., j'avais littéralement l'impression qu'il était en train de décrire les sentiments du personnage à ce moment-là en fait. En résultent quelques séquences sous forme de clips, car avec Idem, Giovanni Di Legami a également laissé une grande part à l'onirisme et au dialogue philosophique. Il n'y a plus maintenant qu'à patienter pour vivre cette romance philosophique. Elle devrait voir le jour d'ici fin 2021. On a vraiment hâte de voir le résultat.
En attendant, vous pouvez toujours aller voir le dernier clip de Jono McCleary parce qu'il a été réalisé par Giovanni Di Legami à partir des images de son film, idem, et le résultat est magnifique. Et puis c'est un échange de bons procédés entre le musicien et le cinéaste. Et puis, vous pouvez également filer un coup de pouce à Giovanni, puisque si le film a été réalisé avec des bénévoles et sur ses fonds propres, ça a nécessité énormément d'argent et il aurait bien besoin d'un coup de pouce pour la post-production. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Hello Asso pour glisser une petite pièce, un petit billet, et en plus vous aurez droit à quelques contreparties. Les musées sont fermés, mais si nous les faisions venir à nous, voici maintenant 2 minutes et une œuvre. Nous sommes au 49 Nord 6 Est Frac-Lorraine, dans un espace particulier qu'on a ouvert il y a environ 1 an, qui s'appelle l'espace Degré Est. L'espace Degré Est est consacré aux artistes issus du Grand Est, sur invitation à chaque fois d'une des 3 directrices des Fracs du Grand Est. Aujourd'hui, donc on est dans l'œuvre de Thomas Schmal. Thomas Schmal est un artiste rémois. Il a été invité par Marie Griffet, directrice du Frac Champagne-Ardenne, à proposer un projet. Thomas a tout de suite dit « Ah oui, évidemment, la Lorraine, pour moi, c'est la Mirabelle, quand j'allais chercher les Mirabelles avec mon père. » Et il faisait toujours ce trajet en voiture. Et ces autoroutes interminables du Grand Est, c'est le sujet qu'il a choisi de pendre. Et donc, il a construit une structure pour cet espace qui s'appelle l'aire Mirabelle, qui est donc une aire d'arrêt sur les bords d'autoroute, dans laquelle on va aller sans vraiment réfléchir, juste pour soulager ses besoins avant de repartir. C'est ce moment en fait où on décélère et où on se pose un peu, mais on ne se rappelle jamais vraiment exactement de ce à quoi elle ressemble. Donc il a orné cette aire Mirabelle de différents reliefs et éléments. Donc on a ici une main qui dépasse, c'est cette main comme ça du bras bronzier du routier qui a toujours un côté qui est plus bronzé que l'autre. On a à côté ce relief avec une jauge d'huile et ces jambes comme ça un peu coincées qui bon, voilà, les gestes qu'on peut faire quand on a un besoin pressant. Donc voilà, on a cette dimension organique dans cette architecture un peu fluide, un peu liquide, qui est construite sur une base de souvenirs liés à un déplacement pour aller jusqu'en Lorraine et qui questionne cette idée de décélérer à un moment dans ce monde qui nous demande toujours de continuer à avancer. Voilà une installation pour le moins cocasse à découvrir au Frac Lorraine. On espère qu'il rouvrira ses portes rapidement. Puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour décrypter une nouvelle œuvre. Ce sera cette fois une œuvre de Marc Chagall à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou Metz. Car dans la boîte à malice, on adore décrypter les œuvres d'art, de la même manière que la Cité musicale, elle aime s'intéresser aux instruments de l'orchestre. C'est ce qu'elle fait en ce moment à travers de très jolis contes proposés par la conteuse Nathalie Galloro, qui via le Kamishibai, un petit théâtre d'images japonais, nous fait voyager. Regardez. Wolfgang Amadeus Mozart a été charmé par la clarinette. Jeune garçon surdoué, Wolfgang a appris la musique avec Léopold, son père. Ensemble, ils ont beaucoup voyagé pour jouer de la musique. Wolfgang a rendu la clarinette très bavarde. Il la faisait dialoguer dans les salons avec ses amis de l'orchestre et parfois elle faisait entendre sa belle voix un peu plus haut. Cela donnait un concerto. La Cité musicale qui ne manque vraiment pas d'imagination pour garder contact avec son public. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran pour écouter ses contes en intégralité et profiter d'autres choses encore, comme des activités musicales, de la danse, du coloriage. C'est ludique, pédagogique, ça serait dommage de ne pas en profiter. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous reconvertir, à souhaiter revenir à l'essentiel. C'est pourquoi on va s'intéresser par exemple aujourd'hui au cas de Mathieu Tisserand. Il était messin et il a souhaité se consacrer davantage à un métier artistique manuel. Il a donc pris la direction des Vosges pour créer des meubles design, écolo, durables, responsables. Nos confrères de Vie en Vosges ont voulu jeter un œil à ces palettes du loup. Découvrir les palettes du loup, c'est entrer dans une tanière inédite, celle que Mathieu Tisserand s'est choisie pour sa reconversion professionnelle.
Il y a un an, il quittait un emploi confortable de technico-commercial dans une grande entreprise à Metz pour venir se mettre au vert dans les Vosges, dans le village de Vies-en-Bas, près de Saint-Dié. Son garage est devenu son atelier où il fabrique des meubles et des objets en métal et bois recyclés, design et durable. Un retour aux sources pour ce bricoleur passionné qui possédait un CAP de menuisier et en autodidacte, a auprès d'un ami ferronnier appris la soudure. C'était viscéral, c'est le besoin de faire quelque chose d'écologique, de plus écologique, de revenir aussi à des sensations manuelles. Et du coup, c'était le but de revenir à quelque chose de plus artisanal en fait. Et comme le loup, son animal fétiche, Mathieu Tisserand a retrouvé sa liberté, celle de créer. Dans un esprit éco-responsable, il décide de recycler de simples palettes. Seule condition, ne retenir que le bois aux normes européennes non traitées, donc non toxiques. Des palettes vouées à la destruction, insignifiantes en apparence. Voilà une palette qui a bien vécu. Quand elle va être poncée, toute cette bande noire va ressortir plus fortement. Les clous qui sont un petit peu rouillés vont être repolis également. Donc on a vraiment pour chaque lame de palette un dessin différent en fait. L'artisan chine aussi de vieux casiers métalliques lors de fermeture d'usine. De ses mains ensuite il sublime le bois et le métal. Signe de la patte du loup des créations originales comme cette future armoire de salle de bain. Les parties bois en bardage, donc en bardage palette en fait, la petite porte en bardage palette également. Et les portes de casier d'usine qu'on va retrouver ici, qui viennent juste d'être découpées. Des soudures invisibles, une patine naturelle, du sur-mesure et une finition de qualité ont trouvé leur clientèle. C'est vraiment une pièce unique à chaque fois. Même si on a des petites séries sur les lampes, on n'aura jamais la même lampe en fait. Via les réseaux et le bouche-à-oreille, Mathieu Tisserand s'est fait connaître parfois bien au-delà de la région, chez des particuliers ou pour la décoration de boutiques notamment. Un succès qui pousse les Palettes du Loup à vide d'espace, à installer prochainement son atelier et un showroom sur Saint-Dié-des-Vosges. Et si vous souhaitez à votre tour passer commande, rendez-vous sur la page Facebook La Palette du Loup. On va maintenant retrouver deux magiciens complètement fous, Tom et le Lord, car non seulement leurs tours de magie sont dingos, mais leurs explications aussi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un classique de la magie, le fameux tour des anneaux chinois. 2 anneaux. Grâce à la baguette magique de Tom, regardez bien, il va les enclaver. Il va vérifier, c'est bon? C'est bon, regardez. Maintenant, ils sont enclavés l'un dans l'autre. Et grâce encore une fois à son souffle magique, il se désenclave. Maintenant, voici l'explication et vous pourrez le refaire à la maison. Donc pour ce tour, il vous faut en tout premier aller dans un zoo, rechercher un couple d'éléphants et prendre leurs alliances. Ensuite, Une baguette magique. munie d'un fil invisible. Pour l'explication, nous avons mis ce fil, comme ça vous pourrez voir exactement ce qu'il va se passer. Ensuite, il vous faut une paire de ciseaux et Mon souffle magique. maintenant, voici comment le réaliser chez vous. Maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Et bien voilà, à vous de jouer maintenant et je vous souhaite vraiment bonne chance. Retrouvez Tom et le Lord tous les 15 jours dans la boîte à malice et suivez-les sur Instagram. L'heure est d'ailleurs venue déjà de refermer cette boîte à malice. On va se quitter comme toujours en musique avec un groupe de rap messin, cette fois LLM. Déjà plusieurs EP à leur actif et aujourd'hui un nouveau single dans les bacs, Automne, avec un clip à la clé que l'on va découvrir tout de suite. Allez, bye bye. Parfois stressé, parfois blasé, j'essaie de me répéter que ça va bien se passer. Chaque jour est une veille d'examen, mes emmerdes reviennent avec mon eczéma. J'ai souvent l'air triste comme Jul, du coup je fais la
la fête. J'aimerais kicker ce texte en direct des Léos d'Istanbul. Empire a tout fumé, l'X va tout bu, c'est grâce à nous qui riche Luxembourg. Ouais. Et t'inquiète qui s'en frotte les mains. Une bouteille par tête du Mans, mes 5. Y'a pas plus fêtard que les Messins. Tu peux me voir tituber à Pigalle. Si ça smile, je serais très enchanté. Papy m'a dit sois plus fourmi que cigale. Désolé papy mais moi j'aime trop chanter. À quoi bon être trop intelligent si c'est pour devenir malheureux? Finalement je suis peut-être le plus con des gens, vu que Félix ça veut dire heureux. En entre-deux comme saison d'automne. Un jour j'ai le smile, un jour c'est gris comme ciel en octobre. Pas le temps pour les regrets, faut que je dénote, tout résonne monocorde. La moindre éclaircie, la grisaille reprend le monopole. Saison d'automne, tout résonne monocorde. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.